Le vent souffle doucement sur la route isolée de Lake Herman Road, une petite route sinueuse du comté de Solano, en Californie. Nous sommes le 20 décembre 1968. La nuit est glaciale, enveloppée dans un silence oppressant que même les grillons semblent respecter. Une Chevrolet Bel Air blanche est garée à l'écart de la chaussée, ses phares éteints. À l'intérieur, Betty Lou Jensen, 16 ans, et David Faraday, 17 ans, savourent un moment volé à l'agitation de leur vie d'adolescent. Leur rire discret brise l'immobilité de la nuit, créant une bulle de tendresse au milieu de cette obscurité. Mais à quelques mètres de là, un regard les fixe depuis l'ombre. Une silhouette émerge lentement, silencieuse, presque spectrale, s'approchant de la voiture. Le crissement du gravier sous ses pas semble déchirer le calme nocturne. Sans un mot, un éclat métallique jaillit. Un premier coup de feu résonne, brisant la quiétude. La terreur s'abat sur ce couple. David s'effondre dans la voiture, touché à bout portant. Betty Lou, pétrifiée, ouvre sa portière et s'élance dans l'obscurité, ses pas désespérés frappant le sol gelé. Mais sa fuite est vaine. 5 détonations résonnent dans l'air. Son corps s'écroule, face contre terre, les bras tendus, comme si elle cherchait encore à s'échapper. Quelques heures plus tard, lorsque les enquêteurs arrivent sur les lieux, ils découvrent une scène de crime glaçante. Les corps des 2 adolescents gisent à quelques mètres l'un de l'autre, témoins silencieux d'une violence inexplicable. Aucune empreinte, aucun indice tangible. Juste des douilles de calibre 22 jonchant le sol et une seule certitude. Le calme de cette route isolée avait été brisé par un mal inconnu. Ce meurtre était-il un acte isolé? Ou bien marquait-il le début d'une série de crimes qui allait hanter la Californie pendant des décennies? Cette nuit du 20 décembre 68 aurait dû rester une nuit comme les autres, mais elle est rapidement devenue l'origine d'un cauchemar. Lorsque les enquêteurs arrivent sur les lieux après qu'un passant a signalé la présence de corps, ils sont confrontés à une scène à la fois choquante et mystérieuse. La Chevrolet Bel Air est toujours là, immobile, à peine inclinée sur le bas-côté. Les phares sont éteints et la nuit froide semble retenir son souffle. À l'intérieur du véhicule, le corps sans vie de David Faraday est trouvé sur le siège avant. Il a été touché par une seule balle, tirée à bout portant. Sa posture est figée, comme si le moment de son assassinat avait suspendu le temps. À quelques mètres de la voiture, au milieu d'un champ, le corps de Betty Lou Jensen repose face contre terre. Ses bras tendus vers l'avant témoignent de sa tentative désespérée de fuir son assaillant. 5 balles tirées dans son dos ont scellé son destin, chaque impact montrant une précision glaciale. Les enquêteurs notent rapidement l'absence de lutte. Il n'y a pas de traces de lutte autour du véhicule, aucun objet manquant, aucun signe de vol. Les douilles de calibre 22 retrouvées près des corps racontent une histoire, celle d'un meurtrier méthodique et froid. Aucun témoin n'est là pour fournir un indice, et la route isolée semble avoir avalé le tueur dans son obscurité. Pour les forces de l'ordre, il s'agit d'un double homicide sans précédent. Pourtant, malgré l'horreur de la scène, les motifs restent insaisissables. Pourquoi ces 2 adolescents? Pourquoi dans un lieu aussi éloigné et calme? Les questions s'accumulent sans réponse. Ce n'est que des mois plus tard, avec un autre crime, que les enquêteurs commenceront à entrevoir un fil conducteur, le premier pas d'un tueur en série insaisissable. Le 4 juillet 1969, une soirée d'été marquée par les feux d'artifice et les célébrations de l'indépendance américaine. Mais à Blue Rock Springs, à quelques kilomètres seulement du premier meurtre, l'atmosphère est étrangement paisible. Ce parking isolé, bordé par des arbres silencieux, est un refuge pour les couples en quête d'intimité. Darlene Ferrin, 22 ans, et Mike Mageau, 19 ans, s'y sont arrêtés ce soir-là. La radio diffuse une musique douce dans leur voiture lorsqu'une autre voiture arrive, ses phares illuminant la scène. Elle s'arrête derrière eux, puis redémarre après quelques secondes, disparaissant dans l'obscurité. Darlene et Mike, légèrement perturbés, échangent un regard inquiet, mais choisissent de rester. 10 minutes plus tard, la voiture revient. Cette fois, elle s'arrête définitivement. Un homme en descend, une lampe de poche fixée à sa main droite. Il avance calmement vers eux, sans précipitation, dirigeant la lumière vers leur visage. Éblouis, incapables de voir son visage, ils sont pris au piège. Sans un mot, l'homme sort une arme et ouvre le feu à travers la vitre. Les coups de feu résonnent dans la nuit, brisant la tranquillité du parc. Mike est touché à la mâchoire, à la gorge et à l'épaule. Il tombe au sol, se tordant de douleur. Darlene est frappée plusieurs fois au torse et au bras, son corps s'affaissant lentement sur le siège.
L'assaillant s'éloigne calmement, mais en entendant les gémissements de Mike, il revient et tire 2 fois de plus avant de disparaître dans la nuit. Le silence revient, mais il est chargé d'une terreur nouvelle. À minuit 40, un appel anonyme parvient au poste de police de Vallejo. Une voix calme, presque détachée, déclare « Je veux signaler un double meurtre. Je suis celui qui a tué ces 2 jeunes ce soir. » L'appel est tracé jusqu'à une cabine téléphonique située à moins d'1 kilomètre du poste, mais à leur arrivée, les policiers ne trouvent personne. Quand les forces de l'ordre arrivent sur les lieux du crime, elles découvrent Darlene sans vie. Mike, bien que grièvement blessé, est encore en vie. Transporté à l'hôpital, il livre une description sommaire de leur agresseur, un homme blanc, corpulent, dans la trentaine, portant des lunettes. Ce témoignage est précieux, mais il ne suffira pas à identifier le tueur. Ce second meurtre, si proche du premier dans le temps et dans le mode opératoire, confirme une crainte grandissante. Un tueur en série est en liberté, et il semble jouer avec ses victimes autant qu'avec les autorités. Le 27 septembre 69, une douce journée d'automne au lac Berryessa, un lieu pittoresque prisé pour ses vues paisibles et ses rivages calmes. Cecilia Shepard, 22 ans, et Brian Hartnell, 20 ans, ont choisi cet endroit pour pique-niquer et se détendre près de l'eau. Rien, en apparence, ne trouble la tranquillité de cet après-midi. Alors qu'ils discutent, assis sur une couverture à l'ombre des arbres, une silhouette apparaît à distance, émergeant des bois. Au début, elle ne semble pas menaçante. L'homme marche lentement, vêtu d'un étrange costume noir. Il porte une cagoule couvrant entièrement sa tête, marquée d'un symbole effrayant, un cercle barré d'une croix, l'emblème du zodiaque. Dans ses mains, un revolver brille sous les rayons du soleil. Il s'approche calmement du couple, leur ordonnant de ne pas bouger. Sa voix est froide, dénuée d'émotion, presque mécanique. Il leur annonce qu'il est un fugitif qui a tué un garde et qu'il a besoin de leur argent et de leur voiture pour s'échapper au Mexique. Brian tente de raisonner l'homme, mais Cecilia, terrifiée, obéit sans protester. L'homme sort des cordes et les attache avec soin, les plaçant face contre terre. Ce qui suit dépasse l'imaginable. L'homme sort un couteau et poignarde Brian à 6 reprises dans le dos, chaque coup porté avec une précision glaciale. Il se tourne ensuite vers Cecilia et la frappe à plusieurs reprises. Ses cris résonnent dans l'air, se mêlant au bruit des feuilles et du lac. Puis, sans un mot, l'assaillant s'éloigne, laissant le couple ensanglanté et immobile. Avant de partir, il écrit un message macabre sur la portière de la voiture de Brian, garée à proximité. Avec un marqueur noir, il note les dates de ses précédents meurtres, signant par son symbole. Malgré ses blessures graves, Brian survit. Il parvient à ramper jusqu'à un endroit où il peut appeler à l'aide. Cecilia, quant à elle, est transportée d'urgence à l'hôpital, mais elle succombe à ses blessures peu après. Le témoignage de Brian est essentiel. Il décrit l'apparence, le comportement et même les mots exacts du tueur. Cependant, ces informations ne suffisent pas à dévoiler son identité. Cette attaque est un tournant dans l'affaire Zodiac. Le tueur ne se contente plus de tirer à distance. Il se met en scène, utilise un déguisement et un rituel tout en laissant des indices. Ce besoin de contrôle et d'attention devient une marque de fabrique. Pour les enquêteurs, il est clair que le Zodiac joue un jeu macabre, et ce jeu ne fait que commencer. Le 11 octobre 69, un taxi jaune serpente dans les rues animées de San Francisco. À son bord, Paul Stein, un chauffeur de 29 ans, effectue une course apparemment ordinaire dans le quartier de Presidio Heights. Ce qui semblait n'être qu'une simple nuit de travail va devenir un événement qui marquera un tournant dans l'affaire du Zodiac Killer. À 21h45, Stein s'arrête à l'angle de Washington et Cherry Streets. Son client, un homme non identifié, est assis sur le siège arrière. En un instant, la tranquillité de la scène est brisée. Le passager sort un revolver et tire une balle dans la tête de Paul Stein. Le coup est précis, exécuté avec une froideur clinique. Mais ce meurtre se distingue des autres. Après avoir abattu Stein, le tueur ne s'enfuit pas immédiatement. Il fouille le corps de la victime, dérobe son portefeuille et ses clés de voiture, puis arrache un morceau ensanglanté de la chemise de Stein qu'il emporte avec lui. Cette action semble plus calculée qu'impulsive, comme si elle servait un objectif bien précis. Des témoins, observant la scène depuis une fenêtre voisine, voient un homme quitter le taxi et s'éloigner calmement.
Ils décrivent un homme blanc d'âge moyen portant des lunettes, un manteau sombre et une allure normale. Cependant, une erreur cruciale se produit. Les premiers policiers arrivés sur les lieux recherchent un suspect afro-américain en raison d'une mauvaise transmission des informations. Cette confusion permet au tueur de disparaître dans l'obscurité du quartier sans laisser de traces. Lorsque les enquêteurs fouillent la scène du crime, ils ne trouvent aucun indice concret, mais l'acte méthodique du tueur soulève de nouvelles questions. Quelques jours plus tard, une lettre arrive au San Francisco Chronicle contenant un morceau de la chemise ensanglantée de Paul Stine. Cette preuve indiscutable confirme que le Zodiac revendique ce meurtre. Dans cette lettre, il se vante d'avoir échappé à la capture et menace de nouvelles attaques, notamment de tirer sur des écoliers depuis un bus scolaire. Cette menace plonge la ville dans la terreur, avec une mobilisation massive des forces de l'ordre. Pourtant, malgré l'intensification des recherches, aucune piste concrète ne permet de l'identifier. Ce meurtre marque une rupture avec le schéma précédent. Le Zodiac s'en prend à une victime seule et commet son crime en pleine ville. Il cherche clairement à attirer l'attention et à jouer avec la peur du public. Pour les enquêteurs, il devient évident que ce tueur insaisissable ne tue pas seulement pour le plaisir, mais pour contrôler, manipuler et semer la terreur. Peu après le meurtre de Paul Stine, la peur qui envahit la Californie ne repose pas seulement sur les crimes du Zodiac, mais aussi sur ses mots. Le 13 octobre 1969, le San Francisco Chronicle reçoit une nouvelle lettre du tueur. Cette fois, elle contient un élément troublant, un morceau ensanglanté de la chemise de Stine. Ce geste glaçant est une preuve irréfutable de l'implication du Zodiac et il s'en sert pour se moquer ouvertement des autorités. Dans cette lettre, le Zodiac se montre provocateur, affirmant qu'il est insaisissable et menaçant d'attaquer des écoliers. Ces menaces, bien que non mises à exécution, plongent les habitants de la région dans une paranoïa généralisée. Des policiers en civil sont postés autour des écoles et les parents redoublent de vigilance. Mais les lettres ne se limitent pas à des revendications et des menaces. Dès le mois d'août 1969, le Zodiac avait envoyé aux journaux locaux une série de messages codés, accompagnés d'un défi. Résoudre ces cryptogrammes révélerait son identité. Le premier de ces codes, connu sous le nom de Z408, est rapidement décrypté par un couple amateur, Donald et Betty Arden. Leur découverte glace le sang. « J'aime tuer les gens parce que c'est tellement amusant. C'est encore mieux que de tuer des animaux sauvages dans la forêt. » Le Zodiac affirme qu'il tue pour le plaisir, comme une sorte de jeu macabre. Pourtant, aucune piste sur son identité n'est révélée dans ce message. Au contraire, il joue avec la curiosité et l'angoisse de ceux qui tenteront de le comprendre. D'autres cryptogrammes suivent, dont le fameux Z340, envoyé en novembre 1969. Ce code restera une énigme pendant plus de 50 ans, déconcertant les plus grands cryptographes, jusqu'à ce qu'il soit déchiffré en 2020 par une équipe internationale. Le message, bien qu'inquiétant, ne dévoile toujours pas l'identité du tueur. On peut y lire. J'espère que vous vous amusez beaucoup à essayer de me rattraper. Je ne crains pas la chambre à gaz car cela me permettra d'aller au paradis plus tôt. À travers ces lettres, le Zodiac se positionne comme un maître du jeu, manipulant les médias, les enquêteurs et le public. Il semble se délecter de l'attention qu'il reçoit, tout en restant insaisissable. Chaque nouvelle missive renforce sa mythologie et son contrôle sur la narration. Pour les forces de l'ordre, ces lettres ne sont pas seulement des énigmes à résoudre, mais des indices d'une personnalité complexe et dérangée. Cependant, malgré l'augmentation des ressources déployées, les enquêteurs se heurtent à une série d'impasses. La collecte de preuves tangibles reste difficile. Les lettres du Zodiac, examinées minutieusement par des graphologues, révèlent un style d'écriture maîtrisé et régulier, mais aucun lien concret avec un suspect ne peut être établi. Des empreintes partielles retrouvées sur les lettres et sur la scène du meurtre de Paul Stine ne correspondent à aucun fichier. Même l'utilisation de chiens de recherche dans les environs du Presidio, après le meurtre de Stine, ne donne rien. Le Zodiac a disparu, comme une ombre. Les détectives Dave Toschi et Bill Armstrong de San Francisco deviennent les figures de proue de l'enquête. Toschi, charismatique et tenace, est convaincu qu'un tueur comme le Zodiac ne peut pas rester dans l'ombre pour toujours. Mais malgré ses efforts acharnés, il ne parvient pas à établir de lien solide avec les suspects potentiels. Parmi eux, un nom se démarque. Arthur Lee Allen, un ancien enseignant connu pour son comportement étrange et sa possession d'une montre portant le symbole Zodiac. Bien que plusieurs éléments semblent pointer vers lui,
notamment ses antécédents troublants, aucune preuve matérielle ne le relie directement au crime. Les empreintes digitales, l'écriture manuscrite et les prélèvements ADN ne correspondent pas. Pour les enquêteurs, le Zodiac est devenu plus qu'un simple tueur. Il est un adversaire insaisissable, un manipulateur qui semble toujours avoir une longueur d'avance. À chaque piste prometteuse, une impasse surgit. Le jeu du Zodiac ne se limite pas à ses crimes. Il englobe également la frustration et l'impuissance des forces de l'ordre. Les décennies qui suivent les meurtres du Zodiac voient naître une myriade de théories et de suspects. Parmi eux, Arthur Lee Allen reste l'un des plus intrigants. Enseignant déchu, Allen possède de nombreux points communs troublants avec les descriptions données par les survivants et les preuves circonstancielles. Il est également associé à plusieurs éléments étranges, notamment une montre Zodiac portant le symbole emblématique du tueur. En 1971, Allen est interrogé par la police après qu'un ami a rapporté des déclarations suspectes. Selon cet ami, Allen aurait parlé de son désir de tuer des couples isolés et d'envoyer des lettres cryptées à la police. Malgré cela, aucun élément concret ne l'incrimine. Les analyses ADN réalisées en 2002 sur les enveloppes des lettres du Zodiac ne correspondent pas à son profil, ce qui conduit de nombreux enquêteurs à le disculper. Dans les années 2010, un autre suspect attire l'attention. Gary Francis Post, un vétéran de l'armée. En 2021, un groupe de chercheurs indépendants appelés les Case Breakers avance des preuves liant Post au Zodiac. Il souligne des similitudes entre son écriture et celle des lettres ainsi que des indices cachés dans les cryptogrammes. Pourtant, cette hypothèse reste controversée et le FBI refuse de confirmer son implication, déclarant que l'affaire demeure non résolue. Au fil des ans, d'autres théories émergent, impliquant des personnages célèbres ou des inconnus obscurs. Certains avancent que le Zodiac pourrait être mort, emportant son secret dans la tombe. D'autres pensent qu'il est encore en vie, observant de loin l'obsession mondiale pour son identité. Le Zodiac Killer ne s'est pas contenté de commettre des meurtres, il a créé une légende. Son utilisation de symboles, de cryptogrammes et de lettres menaçantes a marqué l'imaginaire collectif, transformant ses crimes en une énigme culturelle. Au-delà des faits, le Zodiac est devenu un phénomène médiatique et artistique. Des films, comme Zodiac de David Fincher, ont ravivé l'intérêt pour l'affaire, tandis que des forums en ligne, des livres et des documentaires continuent d'alimenter les discussions. Son identité, insaisissable, combinée à la froideur de ses actions, le place parmi les tueurs en série les plus fascinants et terrifiants de l'histoire. Plus de 50 ans après ses premiers meurtres, l'identité du Zodiac Killer reste inconnue. Ses crimes, son audace et son habileté à manipuler les médias et les enquêteurs en font une figure unique dans l'histoire criminelle. Chaque lettre, chaque cryptogramme et chaque hypothèse alimente la fascination pour cet homme qui a défié les autorités et semé la peur. Mais le Zodiac est-il encore là, caché dans l'ombre, ou est-il parti, emportant son secret avec lui? Peut-être que la réponse se trouve dans un détail oublié, dans une lettre négligée ou dans un cryptogramme qui n'a pas encore été déchiffré. En attendant, son histoire demeure un rappel glaçant de l'ingéniosité malveillante et de la complexité humaine. Et si un jour la vérité éclate, le monde sera enfin confronté au visage de ce spectre qui, pendant des décennies, a hanté la Californie et au-delà. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Zodiac a-t-il emporté son secret dans la tombe? Ou reste-t-il une chance que nous découvrions enfin son identité? Si vous êtes aussi fasciné que moi par les mystères inexpliqués et les énigmes de l'humanité, abonnez-vous à Dean Mist. Ensemble, nous continuerons d'explorer les récits les plus sombres et intrigants du passé. N'oubliez pas de laisser vos théories en commentaire et de liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et surtout, activez la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode sur les mystères qui défient le temps. À bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'inconnu. Tu veux vraiment partir sans t'abonner? Je croyais qu'on était amis.